Si tu connais les bases des annotations de type, tu sais que lorsqu'on doit annoter des structures de données, c'est un peu plus complexe parce que ces annotations prennent des paramètres pour représenter les éléments. Quand une annotation prend des paramètres, on dit que c'est un type générique. Dans cette vidéo, on va voir en détail ce que sont les types génériques, comment les utiliser et même comment créer nos propres structures de données qui sont capables de prendre des paramètres, comme pour les listes ou les dictionnaires. Dans cet exemple, on représente deux variables. La première, c'est une liste d'entiers qui contient un ensemble de nombres, et la deuxième, c'est un dictionnaire qui représente un ensemble d'âges qui sont représentés par rapport à un prénom. Donc on peut voir que pour nombre, la notation est liste entre crochets int, puisque c'est une liste d'entiers, et pour les âges, on a un dictionnaire où les clés sont des chaînes de caractères et où les valeurs sont des âges. Les chaînes de caractères représentent des noms et les entiers représentent des âges. Si jamais tu ne sais pas ce que sont les annotations de type, j'ai une vidéo sur la chaîne qui explique tous les concepts de base des annotations de type et je te conseille vraiment d'aller la regarder avant de regarder cette vidéo parce que sinon tu ne comprendras pas les concepts que je vais expliquer. Alors dans ce code, ce qui est le plus important à voir, c'est justement ce paramètre dans l'annotation. Ici on peut voir que on a liste, mais le fait d'avoir une liste tout court, ça donne pas assez d'informations. Ici, on a été obligé de définir que c'était une liste d'entiers, puisque une liste de chaînes de caractères et une liste d'entiers, c'est pas la même chose. Donc ici, ce qui est extrêmement important dans cette annotation, c'est justement ce int. Mais concrètement, comment est-ce qu'on représente ce int? Parce que la réalité, c'est que c'est pas juste une syntaxe bête et méchante, il y a vraiment un raisonnement derrière. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les paramètres de nos annotations, quand on a des annotations de type générique comme ici, ce sont ce qu'on appelle des variables de type. En gros, une variable de type, c'est une annotation qui représente un type quelconque qui aura pour but d'être écrasé dans le futur. Quand tu veux créer une variable de type, ce que tu vas faire, c'est que depuis le module typing, donc je vais supprimer tout ça, depuis le module typing, tu vas importer la classe typeVar. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un nouvel objet de cette classe. Par convention, on l'appelle avec un unique caractère sous forme de majuscule. Donc par exemple, T, G ou U. Ici, je vais l'appeler T. On va créer un nouvel objet de type var et on peut voir ici qu'il prend un paramètre name. Ce paramètre name, il doit être de la même valeur que le nom de la variable et il est utilisé uniquement par le type checker, donc on n'a pas besoin de s'en soucier. Ici, une fois qu'elle a été créée, cette variable de type, ce qu'on va pouvoir faire pour commencer, avant de l'utiliser dans des structures de données, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'utiliser dans des fonctions pour créer ce qu'on appelle des fonctions génériques. Générique, ici, en gros, ça représente simplement le fait que cette fonction peut fonctionner sur n'importe quel type. Donc ici, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle identité, qui va prendre en paramètre un élément. Cet élément, je vais le mettre de type T, et ce que je vais faire dans mon cas, c'est que je vais aussi retourner T. Et cette fonction, elle va simplement retourner l'élément. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que, comme on peut le voir, T, ça ne représente rien. T, ça n'a ici aucun sens. Mais sauf que, quand je vais faire un appel à identité avec, par exemple, 3, ici ça a mis 4, ce qui va se passer, c'est que le code, le type checker, va comprendre ici que élément est un entier, donc le type de élément qui initialement est à int doit être remplacé par un entier. Mais vu que ici t a été remplacé par un entier, eh bien toutes les autres instances de t, elles aussi vont être remplacées par un int. Et donc en gros, si on va ici dans valeur, on peut voir que c'est un entier, puisque on a mis en paramètre un élément de type t et on retourne un élément de type t. Donc quand on met en paramètre un entier, on retourne un entier. Et donc ici, si j'avais appelé par exemple avec une chaîne de caractères, eh bien la valeur de retour, elle aussi, aurait été une chaîne de caractères. Quelque chose auquel il faut faire attention avec les variables de type, c'est que parfois on peut avoir des conflits entre les différents types. Ici, tu peux voir qu'on a défini une fonction add qui prend en paramètre deux éléments de type t et qui renvoie elle aussi un élément de type t. Ici, on peut voir qu'on a une erreur qui nous dit que l'opérateur plus n'est pas supporté pour les types t@add et t@add. Alors quand on lit ce message, c'est très peu clair ce que ça veut réellement dire, mais la réalité c'est que c'est très simple. Ça veut simplement dire que l'opérateur plus n'existe pas sur tous les types. Ici, T représente n'importe quel type, dont des classes personnalisées. Mais la majorité des classes personnalisées ne supportent pas l'opérateur plus. Et donc ici, on peut se retrouver avec un conflit où on appelle cette fonction avec des éléments qui ne peuvent pas être ajoutés. Quand on a ce genre de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des contraintes au type qu'on va accepter. C'est-à-dire qu'on va définir dans la variable de type,
qu'on accepte seulement un ensemble de types et pas d'autres types. Malgré tout, même si on accepte un ensemble de types, la logique où le type checker est intelligent par rapport au type qu'on utilise sera quand même présente. Quand on veut ajouter des contraintes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre après le nom de notre variable de type, et ici on va mettre tous les types qu'on veut. Donc par exemple ici int et str, pour qu'on puisse ajouter uniquement des entiers entre eux et des chaînes de caractères entre elles. Et donc maintenant on peut voir que l'erreur a été enlevée, et ce qu'on peut faire c'est, on va d'abord mettre nombre est égal à add 1 et 2. Ici, pour rappeler le raisonnement des variables de type, quand j'appelle la fonction add avec un 1, ici, le type checker va comprendre que A est un entier, donc T est remplacé par un entier. Mais donc ce qui se passe, c'est que vu que toutes les autres instances de T sont écrasées, et bien ici et ici, ça devient aussi automatiquement des entiers. Donc si jamais j'essaye de faire 1 et test, on a une erreur qui nous dit que littéral test, qui est une chaîne de caractères, ne peut pas être assigné à int, puisque automatiquement ça a été écrasé. Et donc ça nous permet de ne pas avoir de conflit entre les différents types quand on appelle notre fonction add. Et ici, nombre, automatiquement, va être défini comme un entier. Le raisonnement, ça va être le même si jamais on le fait avec une chaîne de caractères, où je vais mettre hello, et ici je vais mettre world, comme ceci, où là, eh bien, automatiquement, le type de retour va lui aussi être une chaîne de caractères, puisque ici, T a été écrasé dans les deux cas, et donc la valeur de retour est elle aussi une chaîne de caractères. Alors maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les variables de type, on va voir comment créer nos propres structures de données génériques, comme avec les listes ou les dictionnaires. Ici, on a défini une structure de données qui est une pile. Si jamais tu ne sais pas ce qu'est cette structure de données, en gros, c'est le même raisonnement qu'une pile d'assiettes, c'est-à-dire que quand on veut ajouter une nouvelle assiette, on doit l'ajouter en haut de la pile, et si jamais on veut retirer une assiette, eh bien on doit la retirer de tout en haut. On ne peut pas retirer une assiette au milieu de la pile, sinon ça casserait tout. Ici, le raisonnement, c'est le même. Quand on ajoute un élément à la pile, on l'ajoute à la fin de la liste, et quand on veut retirer un élément, eh bien on retire le dernier élément de la liste. Donc ici, on peut voir que cette pile, elle contient un ensemble d'éléments qui ici nous renvoie une erreur de type, puisque cette liste ne contient pas d'annotation. Ici, c'est une liste vide, on ne sait pas c'est une liste de quoi, mais la réalité, c'est que c'est une liste d'éléments d'un peu n'importe quel type. Ici, on a une fonction push, une méthode push, qui prend paramètre un élément et qui simplement ajoute l'élément à la fin de la liste. Ici, on a une méthode pop. Le rôle de la méthode pop, c'est de retirer le dernier élément de la liste. Si jamais la liste est vide, eh bien, on renvoie une erreur qui nous dit que simplement la pile est vide. Et sinon, eh bien, on retire un élément en utilisant self.element.pop. On a une dernière méthode qui nous permet simplement de regarder que la pile est vide et qui regarde simplement si la liste self.element est vide ou non. Ici, on a créé une pile et on lui a ajouté un entier et une chaîne de caractères. Alors ce qu'on aurait voulu faire pour cette pile, c'est qu'en gros, elle puisse fonctionner avec n'importe quel type, mais qu'elle accepte uniquement des types elle accepte uniquement des éléments d'un seul type en même temps. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une pile d'entiers, une pile de chaînes de caractères, mais pas un mélange bizarre d'un peu tous les types qui, en plus, n'a pas d'annotation. C'est-à-dire que ici, si jamais je fais pile.pop, eh bien, on a simplement un unknown. Et ici, je vois que j'ai fait return index error au lieu de raise index error. Et donc ici, on voit que l'élément qui est retourné, il est de type inconnu. Et ça, quand on est sur des gros projets, ça crée un code qui n'est pas maintenable. On n'est pas capable de comprendre le type qui est retourné, et donc on peut jamais être sûr que ça se passe correctement. Donc ici, la solution, ça va être de créer un type générique. Pour créer un type générique, ce qu'on va faire, c'est que, comme tout à l'heure, on va créer une variable de type. Donc depuis la librairie typing, on va importer typevar, mais on va aussi importer une autre annotation qui s'appelle générique. C'est cette annotation qui va nous permettre de transformer une classe en un type générique. Donc on va créer à nouveau notre variable de type t, comme ceci, qu'on va appeler encore une fois t, et on ne va pas lui définir de contrainte, puisque une pile, elle peut stocker des éléments de n'importe quel type. Ici, il n'y a pas de contrainte comme tout à l'heure avec l'addition. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une relation d'héritage entre notre classe pile et générique. C'est comme ça qu'on va transformer une structure de données en une structure de données générique. Générique, cette annotation, elle est elle aussi générique, et elle va prendre en paramètre notre variable de type. Ça, cette annotation, cette relation d'héritage, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est justement de pouvoir ajouter l'annotation avec les crochets.
Maintenant, le truc, c'est que même si on a défini notre pile comme étant générique, ici par exemple, on va pouvoir ici dire que c'est une pile entre crochets d'entier. Maintenant, ça fonctionne puisqu'on a défini la notation générique T. Le problème, c'est que le reste de la structure de données n'est toujours pas générique, c'est-à-dire que ici, il n'y a toujours pas d'annotation, et donc l'élément qui est retourné, il est toujours unknown. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les annotations de type de l'entièreté de la structure de données pour qu'elles soient génériques. Donc la première chose à faire, ça va être de, ici, définir une annotation pour nos éléments. Ici, on a dit qu'on stocke des éléments de type quelconque. Vu qu'on stocke des éléments de type quelconque, eh bien ça va être une liste qui va stocker des éléments de type T. Quand on va ajouter un élément dans cette liste, eh ben, on va ajouter un élément quelconque. Cet élément, il sera donc de type T. Et quand on va vouloir retirer un élément de notre pile, eh bien, on va retirer un élément quelconque de type T. Et avec juste ces toutes petites modifications qui sont vraiment très simples, eh bien, désormais, notre pile est une structure de données générique. On peut voir maintenant qu'ici, on a une erreur qui nous dit que l'argument 1 de push de pile est incompatible avec le type de la chaîne de caractères puisqu'on attendait un entier. Pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'on attendait un entier? Puisque ici, on a dit que notre pile était une pile d'entiers. Et donc, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a la possibilité maintenant d'avoir des types qui fonctionnent on a la possibilité d'avoir une structure de données qui fonctionne sur n'importe quel type, donc ici une pile d'entiers, mais qui en même temps est sécurisée au niveau des annotations de type, puisqu'on n'a pas la possibilité d'ajouter des éléments de n'importe quel type, des chaînes de caractères ou même des objets personnalisés. Et quand on va retirer un élément, eh ben, il va être capable de comprendre que c'est automatiquement un entier. Mais si ici, j'avais remplacé pour dire que c'était une pile de chaînes de caractères, et ben l'erreur aura été inversée. Ici maintenant on n'a plus d'erreur, et maintenant on a la même chose pour dire que l'argument 1 de push dans pile est incompatible avec int, puisqu'on attendait une chaîne de caractères. Et comme tu peux le voir, avec des toutes petites modifications à notre classe, et ben on a la possibilité de la faire fonctionner sur tous les types, et en même temps de la rendre très intelligente dans son fonctionnement par rapport au type. Avant de terminer cette vidéo, si jamais tu es un développeur intermédiaire qui est intéressé pour passer au niveau supérieur, j'ai créé une communauté que tu peux rejoindre dans la description, dans laquelle tu pourras me poser n'importe quelle question où je pourrai t'aider personnellement. Mais donc voilà, maintenant tu sais ce que sont les types génériques, tu sais comment créer des fonctions génériques qui te permettent de créer un code qui est plus flexible, et tu sais aussi créer des structures de données génériques qui te permettent de créer un code qui est plus maintenable, plus flexible, mais aussi plus sécurisé puisque ton code est conscient des types qu'il utilise.